Après quelques escaliers montés et descendus dans des couloirs si sombres qu'on les éclairait de lampes en plein jour, Esmeralda, toujours entourée de son lugubre cortège, fut poussée par les sergents du palais dans une chambre sinistre. Pas de fenêtre à ce caveau, pas d'autre ouverture que l'entrée basse et battue d'une énorme porte de fer. La clarté cependant n'y manquait point. Un four était pratiqué dans l'épaisseur du mur. Un gros feu y était allumé qui remplissait le caveau de ses rouges réverbérations. La porte de fer, qui servait à fermer le four, levée en ce moment, ne laissait voir à l'orifice du soupirail flamboyant sur le mur ténébreux que l'extrémité inférieure de ses barreaux, comme une rangée de dents noires, aiguës et espacées, ce qui faisait ressembler la fournaise à l'une de ces bouches de dragon qui jettent des flammes dans les légendes. À la lumière qui s'en échappait, la prisonnière vit tout autour de la chambre des instruments effroyables dont elle ne comprenait pas l'usage. Au milieu gisait un matelas de cuir presque posé par terre. Des tenailles, des pinces, de larges fers de charrue encombraient l'intérieur du four et rougissaient pêle-mêle sur la braise. La sanglante lueur de la fournaise n'éclairait dans toute la chambre qu'un fouillis de choses horribles. Ce tartare s'appelait simplement la chambre de la question. Sur le lit était nonchalamment assis Pierrat Torterue, le bourreau. Ses valets, deux gnomes à face carrée, à tablier de cuir, remuaient la ferraille sur les charbons. La pauvre fille avait eu beau recueillir son courage. En pénétrant dans cette chambre, elle eut horreur. Maître Jacques Charmolue s'approcha de l'égyptienne avec un sourire très doux. « Ma chère enfant, dit-il, vous persistez donc à nier ?»« Oui, répondit-elle d'une voix déjà éteinte. En ce cas, reprit Charmolue, il sera bien douloureux pour nous de vous questionner avec plus d'insistance que nous le voudrions. Veuillez prendre la peine de vous asseoir sur ce lit. Cependant, Esmeralda restait debout. La terreur lui glaçait la moelle des os. Elle était là, effarée et stupide. À un signe de Charmolue, les deux valets la prirent et la posèrent assise sur le lit. Ils ne lui firent aucun mal, mais quand ces hommes la touchèrent, quand ce cuir la toucha, elle sentit tout son sang refluer vers son cœur. Elle jeta un regard égaré autour de la chambre. « Où est le médecin ?» demanda Charmolue. « Ici, » répondit une robe noire qu'elle n'avait pas encore aperçue. Elle frissonna. « Mademoiselle, » reprit la voix caressante du procureur en cour d'église, « pour la 3e fois, persistez-vous à nier les faits dont vous êtes accusée ?» Cette fois, elle ne put que faire un signe de tête. La voix lui manqua. « Vous persistez, » dit Jacques Charmolue. « Alors, j'en suis désespéré, mais il faut que je remplisse le devoir de mon office. »« Monsieur le procureur du roi, » dit brusquement Pierrat, « par où commencerons-nous » Charmolue hésita un moment avec la grimace ambiguë d'un poète qui cherche une rime. « Par le brodequin, dit-il enfin. » Le bourreau et le médecin s'approchèrent d'elle à la fois. En même temps, les deux valets se mirent à fouiller dans leur hideux arsenal. Au cliquetis de ces affreuses ferrailles, la malheureuse enfant tressaillit, comme une grenouille morte qu'on galvanise. « Oh » murmura-t-elle, si bas que nul ne l'entendit. « Mon Phébus !» Cependant, les mains calleuses des valets de Pierrat Torterue avaient brutalement mis à nu cette jambe charmante, ce petit pied qui avait tant de fois émerveillé les passants de leur gentillesse et de leur beauté dans les carrefours de Paris. « C'est dommage, » grommela le bourreau, en considérant ces formes si gracieuses et si délicates. Bientôt, la malheureuse vit, à travers un nuage qui se répandait sur ses yeux, approcher le brodequin. Bientôt elle vit son pied, emboîté entre deux plaques ferrées, et disparaître sous l'effrayant appareil. « Une dernière fois, avouez-vous les faits de la cause ?» demanda Charmolue, avec son imperturbable douceur. « Je suis innocente. »« Faites !» dit Charmolue à Pierrat. Pierrat tourna la poignée du cric.
Le brodequin se resserra sur le pied, et la malheureuse poussa un de ces horribles cris qui n'ont d'orthographe dans aucune langue humaine. « Arrêtez !» dit Charmolue à Pyrrha. « Avouez-vous » dit-il à l'Égyptienne. « Tout, tout !» cria la fille misérable. « J'avoue, grâce !» Elle n'avait pas calculé ses forces en affrontant la question. Pauvre enfant, dont la vie jusqu'alors avait été si joyeuse, si suave, si douce. La première douleur l'avait vaincue. « L'humanité m'oblige à vous dire, observa le procureur du roi, qu'en avouant, c'est la mort que vous devez attendre. »« Oh, je l'espère bien, dit-elle. » Et elle retomba sur le lit de cuir, mourante, pliée en deux. Quand la prisonnière fut déchaussée, le procureur en cour d'église examina son pied encore engourdi par la douleur. « Allons, dit-il, il n'y a pas grand mal. Vous avez crié à temps. Vous pourriez encore danser, la belle. » Puis il se tourna vers ses acolytes. « Ah, voilà enfin la justice éclairée. Cela soulage, messieurs. Mademoiselle nous rendra ce témoignage que nous avons agi avec toute la douceur possible. » Phébus, cependant, n'était pas mort. Les hommes de cette espèce ont la vie dure. Ce n'est pas que la blessure de Phébus n'eût été grave. Le médecin, chez lequel les soldats du guet l'avaient transporté dans le premier moment, avait craint 8 jours pour sa vie. Toutefois, la jeunesse avait repris le dessus, et chose qui arrive souvent, la nature s'était amusée à sauver le malade. Aussi, un beau matin, se sentant mieux, il avait laissé ses éperons d'or en paiement à la pharmacie et s'était esquivé. Il était allé tout simplement rejoindre sa compagnie à quelques kilomètres de Paris. Après tout, il ne lui plaisait nullement de comparaître en personne dans ce procès, il sentait vaguement qu'il y ferait une mine ridicule. Phébus se mit donc assez promptement l'esprit en repos concernant Esmeralda, sur le coup de poignard de la bohémienne ou du moine bourru, peu lui importer, et sur l'issue du procès. Mais dès que son cœur fut libre de ce côté, l'image de Fleur de Lys y revint. Fleur de Lys était son avant-dernière passion, une jolie fille. Donc, un beau matin, tout à fait guéri, et présumant bien qu'après 2 mois l'affaire de la bohémienne devrait être finie et oubliée, l'amoureux cavalier arriva en piaffant à la porte du logis Gondelaurier, attacha son cheval à l'anneau du porche et monta joyeusement chez sa belle fiancée. Elle était seule avec sa mère. Fleur de Lys avait toujours sur le cœur la scène de la sorcière, sa chèvre, son alphabet maudit et les longues absences de Phébus. Cependant, quand elle vit entrer son capitaine, elle lui trouva si bonne mine et un air si passionné qu'elle rougit de plaisir. La noble damoiselle était en elle-même plus charmante que jamais. « Qu'est-ce que vous êtes donc devenu depuis 2 grands mois méchants ?»« Oh, je vous jure, répondit Phébus, un peu gêné de la question, que vous êtes belle à faire rêver un archevêque. » Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. « C'est bon, monsieur. Laissez là ma beauté et répondez-moi. Belle beauté vraiment. »« Eh bien, chère cousine, j'ai été rappelé dans l'armée. »« Et où cela, s'il vous plaît? Et pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire adieu ?»« À Queue-de-Brie. » Phébus était enchanté que la première question l'aida à esquiver la deuxième. Il s'approcha de la fenêtre. « Oh mon Dieu, belle cousine, voilà bien du monde sur la place. »« Je ne sais pas, dit Fleur de Lys. Il paraît qu'il y a une sorcière qui va être pendue. » Le capitaine croyait si bien l'affaire de Esmeralda terminée qu'il s'émut fort peu des paroles de Fleur de Lys. Il lui fit cependant 1 ou 2 questions. « Comment s'appelle cette sorcière ?»« Je ne sais pas, répondit-elle. »« Et que dit-on qu'elle ait fait ?» Elle haussa encore cette fois ses blanches épaules. « Phébus, dit tout à coup Fleur de Lys à voix basse, nous devons nous marier dans 3 mois. Jurez-moi que vous n'avez jamais aimé d'autre femme que moi. »« Je vous le jure, bel ange, répondit Phébus, et son regard passionné se joignait, pour convaincre Fleur de Lys, à l'accent sincère de sa voix. Il se croyait peut-être lui-même en ce moment. Cependant, la bonne mère, charmée de voir les fiancés en si parfaite intelligence, venait de sortir de l'appartement pour vaquer à quelques détails domestiques. Phébus s'en aperçut, et cette solitude enhardit tellement l'aventureux capitaine qu'il lui monta au cerveau des idées fort étranges. Fleur de Lys fut tout à coup effrayée de l'expression de son regard. Elle regarda autour d'elle et ne vit plus sa mère. « Mon Dieu, dit-elle rouge et inquiète, oh, j'ai bien chaud. »« Je crois en effet, répondit Phébus, qu'il n'est pas loin de midi. Le soleil est gênant. Il n'y a plus qu'à fermer les rideaux.
Non, 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 cria la pauvre petite. J'ai besoin d'air, au contraire. Et comme une biche qui sent le souffle de la meute, elle se leva, courut à la fenêtre, l'ouvrit et se précipita sur le balcon. Phébus, assez contrarié, l'y suivit. La place du parvis Notre-Dame, sur laquelle le balcon donnait, comme on sait, présentait en ce moment un spectacle sinistre et singulier, qui fit brusquement changer de nature à l'effroi de la timide fleur de lys. Une foule immense, qui refluait dans toutes les rues adjacentes, encombrait la place proprement dite. Rien de hideux comme le bruit qui s'échappait de ce fourmillement de coiffes jaunes et de chevelures sordides. En ce moment, midi sonna, lentement, à l'horloge de Notre-Dame. Un murmure de satisfaction éclata dans la foule. La dernière vibration du 12e coup s'éteignit à peine que toutes les têtes moutonnèrent comme les vagues sous un coup de vent et qu'une immense clameur s'éleva du pavé, des fenêtres et des toits. « La voilà! La voilà !» Fleur de Lys mit ses mains sur ses yeux pour ne pas voir. « Charmante, lui dit Phébus. Voulez-vous rentrer ?»« Non, répondit-elle, et ses yeux qu'elle venait de fermer par crainte, elle les rouvrit par curiosité. Une charrette venait de déboucher sur la place par la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs. Dans la fatale voiture, une jeune fille était assise, les bras liés derrière le dos, sans prêtre à côté d'elle. Elle était en chemise, ses longs cheveux noirs, la mode alors était de ne les couper qu'au pied du gibet, tombaient éparses sur sa gorge et sur ses épaules à demi découvertes. À travers cette ondoyante chevelure, plus luisante qu'un plumage de corbeau, on voyait se tordre et se nouer une grosse corde grise et rugueuse qui écorchait ses fragiles clavicules et se roulait autour du cou charmant de la pauvre fille comme un ver de terre sur une fleur. Sous cette corde brillait un petit collier qu'on lui avait laissé sans doute parce qu'on ne refuse plus rien à ceux qui vont mourir. « Jésus !» dit vivement Fleur de Lys au capitaine. « Regardez donc, beau cousin, c'est cette vilaine bohémienne à la chèvre !» En parlant ainsi, elle se tourna vers Phébus. Il avait les yeux fixés sur la charrette. Il était très pâle. « Quelle bohémienne à la chèvre ?» dit-il en balbutiant. « Comment ?» reprit Fleur de Lys. « Est-ce que vous ne vous souvenez pas ?» Phébus l'interrompit. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Il fit un pas pour rentrer. Mais Fleur de Lys, dont la jalousie naguère, si vivement remuée par cette même égyptienne, venait de se réveiller, Fleur de Lys lui jeta un coup d'œil plein de pénétration et de défiance. Elle se rappelait vaguement en ce moment avoir entendu parler d'un capitaine mêlé au procès de cette sorcière. « Qu'avez-vous » dit-elle à Phébus. « On dirait que cette femme vous a troublé. » Phébus s'efforça de ricaner. « Moi, pas le moins du monde. Ah bien oui. » « Alors restez, reprit-elle impérieusement, et voyons jusqu'à la fin. » Force fut au malencontreux capitaine de demeurer. Ce qui le rassurait un peu, c'est que la condamnée ne détachait pas son regard du plancher de la charrette. Ce n'était que trop véritablement Esmeralda. Sur ce dernier degré du malheur, elle était toujours belle. Ses grands yeux noirs paraissaient encore plus grands à cause de l'appauvrissement de ses joues. Son profil livide était pur et sublime. Cependant, la lugubre cavalcade avait traversé la foule au milieu des cris de joie et des attitudes curieuses. Nous devons dire toutefois, pour être juste, qu'en la voyant si belle et si accablée, beaucoup s'étaient émus de pitié. La charrette était entrée dans le parvis. Devant le portail central, elle s'arrêta. L'escorte se rangea en bataille des deux côtés. La foule fit silence, et au milieu de ce silence, plein de solennité et d'anxiété, les deux battants de la grande porte tournèrent comme d'eux-mêmes sur leurs gonds qui grincèrent avec un bruit de fifre. Alors, on vit dans toute sa longueur la profonde église sombre, à peine éclairée de quelques cierges scintillants. Cependant, on voyait remuer confusément quelques têtes de prêtres dans les salles lointaines du chœur, et au moment où la grande porte s'ouvrit, il s'échappa de l'église un chant, grave, éclatant et monotone. Ce chant, que quelques vieillards perdus dans leurs ténèbres chantaient de loin sur cette belle créature pleine de jeunesse et de vie, caressée par l'air tiède du printemps, inondée de soleil, c'était la messe des morts. Le peuple écoutait avec recueillement. La malheureuse, effarée, semblait perdre sa vue et sa pensée dans les obscures entrailles de l'église. Ses lèvres blanches remuaient comme si elle priait. Et quand le valet du bourreau s'approcha d'elle pour l'aider à descendre du tombereau, il l'entendit qui répétait à voix basse ce mot. Phébus, Phébus. On lui délia les mains, on la fit descendre accompagnée de sa chèvre qu'on avait déliée aussi, et qui bêlait de joie de se sentir libre, et on la fit marcher pieds nus sur le dur pavé jusqu'au bas des marches du portail.
La corde qu'elle avait au cou traînait derrière elle. On eût dit un serpent qui la suivait. Alors, le chant s'interrompit dans l'église. Une grande croix d'or et une file de cierges se mirent en mouvement dans l'ombre. Longue procession de prêtres venait gravement vers la condamnée. Mais son regard s'arrêta à celui qui marchait en tête, immédiatement après le porte-croix. « Oh » dit-elle tout bas en frissonnant, « c'est encore lui, c'est le prêtre !» C'était en effet Claude Frollo. Il avançait la tête renversée en arrière, les yeux fixes et ouverts, en chantant d'une voix forte. « De ventre inferi clamavi, et exhaustidi vocem meam, et progestiti, me in profundum in corde maris, et flumen circumdedit me. » Au moment où il parut au grand jour, sous le haut portail en ogive, il était si pâle que plus d'un pensa dans la foule que c'était un des évêques de Marbre, une statue, qui s'était levée et qui venait recevoir au seuil de sa tombe celle qui allait mourir. Elle, non moins pâle et non moins statue, elle s'était à peine aperçue qu'on lui avait mis en main un lourd cierge de cire jaune allumé. Quand on lui avait dit de répondre « Amen », elle avait répondu « Amen ». Il fallut pour lui rendre quelque vie et quelque force qu'elle vit le prêtre faire signe à ses gardiens de s'éloigner et s'avancer seule vers elle. Alors, elle sentit son sang bouillonner dans sa tête, et un reste d'indignation se ralluma dans cette âme déjà engourdie et froide. Le prêtre s'approcha d'elle lentement. Même en ce moment, elle le vit promener sur sa nudité un œil étincelant de jalousie et de désir. Puis, il lui dit à voix haute, « Jeune fille, avez-vous demandé à Dieu pardon de vos fautes et de vos manquements ?» Il se pencha à son oreille et ajouta. Les spectateurs croyaient qu'il recevait sa dernière confession. « Veux-tu de moi? Je puis encore te sauver. » Elle le fixa. « Va-t'en, démon, ou je te dénonce !» Il se prit à sourire d'un sourire horrible. « On ne te croira pas. Tu ne feras qu'ajouter un scandale à un crime. Réponds vite, veux-tu de moi? Qu'as-tu fait de mon Phébus ?» Il est mort, dit le prêtre. En ce moment, le misérable prêtre leva la tête machinalement et vit, à l'autre bout de la place, au balcon du logis Gondelaurier, le capitaine, debout, près de Fleur de Lys. Il chancela, passa la main sur ses yeux, regarda encore, murmura une malédiction, et tous ses traits se contractèrent violemment. « Eh bien, meurs, meurs, dit-il entre ses dents. Personne ne t'aura. » Alors, levant la main sur l'égyptienne, il s'écria d'une voix funèbre. « Hi nunc animam sep et sit tibi Deus misericor. » C'était la redoutable formule dont on avait coutume de clore ces sombres cérémonies. C'était le signal convenu du prêtre au bourreau. Il tourna le dos à la condamnée, sa tête retomba sur sa poitrine, ses mains se croisèrent. Il rejoignit son cortège de prêtres et un moment après on le vit disparaître. La malheureuse, au moment de remonter dans la charrette et de s'acheminer vers sa dernière destination, fut prise peut-être de quelques déchirants regrets de la vie. Elle leva ses yeux rouges et secs vers le ciel, vers le soleil, vers les nuages d'argent coupés çà et là de trapèzes et de triangles bleus. Puis elle les abaissa autour d'elle, sur la terre, sur la foule, sur les maisons. Tout à coup, tandis que l'homme jaune lui liait les coudes, elle poussa un cri terrible, un cri de joie. À ce balcon, là-bas, à l'angle de la place, elle venait de l'apercevoir, lui, son ami, son seigneur, Phébus, l'autre apparition de sa vie. Le juge avait menti. C'était bien lui. Elle n'en doutait pas. Il était là, beau, vivant, revêtu de son éclatante livrée, la plume en tête, l'épée sur le côté. « Phébus !» cria-t-elle. « Mon Phébus !» Et elle voulut tendre vers lui ses bras tremblants d'amour et de ravissement, mais ils étaient attachés. Alors, elle vit le capitaine froncer le sourcil. Une belle jeune fille qui s'appuyait sur lui, le regardait avec une lèvre dédaigneuse et des yeux irrités. Puis Phébus prononça quelques mots qui ne vinrent pas jusqu'à elle, et tous deux s'éclipsèrent précipitamment derrière le vitrail du balcon qui se referma. Elle avait tout supporté jusque-là. Mais ce dernier coup était trop rude. Elle tomba sans mouvement sur le pavé. « Allons, dit Charmolue, portez-la dans la charrette et finissons. » Personne n'avait encore remarqué, dans la galerie des statues des rois, sculpté immédiatement au-dessus des ogives du portail, un spectateur étrange, qui avait tout examiné jusqu'alors avec une telle impassibilité, avec un cou si tendu, avec un visage si difforme, que sans son accoutrement mi-rouge mi-violet, on eût pu le prendre pour un de ces monstres de pierre par la gueule desquels se dégorgent depuis 600 ans les longues gouttières de la cathédrale. Ce spectateur n'avait rien perdu de ce qui s'était passé depuis midi devant le portail de Notre-Dame.
Et dès les premiers instants, sans que personne songeât à l'observer, il avait fortement attaché à l'une des colonnettes de la galerie une grosse corde à nœuds dont le bout allait traîner en bas sur le perron. Cela fait, il s'était mis à regarder tranquillement et à siffler de temps en temps quand un merle passait devant lui. Tout à coup, au moment où les valets se disposaient à exécuter l'ordre de Charmolue, il enjamba la balustrade de la galerie, saisit la corde des pieds, des genoux et des mains, puis on le vit glisser sur la façade, comme une goutte de pluie qui glisse le long d'une vitre, courir vers les deux bourreaux avec la vitesse d'un chat tombé d'un toit, les terrasser sous 2 coups de poing énormes, enlever l'égyptienne d'une main comme un enfant sa poupée, et d'un seul élan rebondir jusque dans l'église en élevant la jeune fille au-dessus de sa tête et en criant d'une voix formidable « Asile !» Cela se fit avec une telle rapidité que si c'eût été la nuit, on eût pu tout voir à la lumière d'un seul éclair. « Asile ! Asile !» répéta la foule, et 10 000 battements de mains firent étinceler de joie et de fierté l'œil unique de Quasimodo. Cette secousse fit revenir à elle la condamnée. Elle souleva sa paupière, regarda Quasimodo, puis la referma subitement, comme épouvantée de son sauveur. Charmolue resta stupéfait, et les bourreaux et toute l'escorte. En effet, dans l'enceinte de Notre-Dame, la condamnée était inviolable. La cathédrale était un lieu de refuge sacré. Toute justice humaine s'arrêtait sur le seuil de la cathédrale. Et puis c'était une chose touchante que cette protection tombée d'un être si difforme sur un être si malheureux. Qu'une condamnée à mort soit sauvée par Quasimodo. C'était les deux misères extrêmes de la nature et de la société qui se touchaient et qui s'entraidaient. Cependant, après quelques minutes de triomphe, Quasimodo s'était brusquement enfoncé dans l'église avec son fardeau. Le peuple, amoureux de toute prouesse, le cherchait des yeux sous la sombre nef, regrettant qu'il se fût si vite dérobé à ses acclamations. Tout à coup, on le vit apparaître à l'une des extrémités de la galerie des rois de France. Il la traversa en courant comme un insensé, en élevant sa conquête dans ses bras et en criant « Asile !» La foule éclata de nouveau en applaudissements. La galerie parcourue, il se replongea dans l'intérieur de l'église, et un moment après, il reparut sur la plateforme supérieure, toujours l'égyptienne dans ses bras, toujours courant avec folie et toujours criant « Asile !» Et la foule applaudissait. Enfin, il fit une troisième apparition sur le sommet de la tour du Bourdon. De là, il sembla montrer avec orgueil à toute la ville celle qu'il avait sauvée. Et sa voix tonnante, cette voix qu'on entendait si rarement et qu'il n'entendait jamais, lui, répéta 3 fois avec frénésie, jusque dans les nuages. « Asile ! Asile ! Asile !» « Noël ! Noël !» criait le peuple de son côté. Et cette immense acclamation allait étonner sur l'autre rive la foule de la grève et la recluse, la sachette, qui attendait toujours, l'œil fixé sur le gibet.